Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, nous avons vu les règles pour les combinaisons des amplitudes. Quelques commentaires complémentaires sont nécessaires. Alors, dans le cas le plus général, l'amplitude et la probabilité correspondante dépendent de la position, comme le fait d'arriver sur le détecteur X, mais dépendent aussi du temps. Dans la plupart des discussions préliminaires, on suppose que la source émet toujours des particules avec une énergie donnée. Donc, ils ont un caractère ondulatoire comme une onde monochromatique, une onde sinusoïdale constante dans le temps. Si bien qu'on n'a pas besoin de se soucier du temps. Mais d'une façon générale, nous pourrions poser d'autres questions. Supposer qu'une certaine particule soit émise en un certain point P, au temps 0, et supposez que vous vouliez connaître l'amplitude pour qu'elle atteigne une certaine position, disons R, donc elle part de P au temps 0, et vous voudriez savoir l'amplitude pour qu'elle atteigne le point R à un temps T ultérieur, donc T0 ultérieur. Ceci pourrait être représenté symboliquement comme l'amplitude R, T égale T0, P, T égale 0. Ceci dépend clairement à la fois de R et de T. Et vous obtiendriez des résultats différents si vous placez un détecteur dans différentes positions, mais aussi si vous faites des mesures à différents moments. En général, cette fonction de R et de T satisfait une équation différentielle qui est une équation d'onde. Par exemple, dans le cas non relativiste, c'est l'équation de Schrödinger. On a alors une équation d'onde quelque peu analogue à celle des ondes électromagnétiques ou des ondes sonores dans un gaz. Cependant, il faut insister sur le fait que la fonction d'onde qui satisfait l'équation n'est pas une onde classique de l'espace. On ne peut pas à ce stade attribuer, avec ce que nous savons, aucune sorte de réalité à cette onde, comme on le fait pour une onde sonore. Il faut en savoir beaucoup plus et bien réfléchir pour pouvoir bien interpréter la mécanique quantique. Bien que l'on puisse être tenté de raisonner en termes d'ondes corpusculaires lorsque l'on traite le cas d'une seule particule, ceci n'est pas une bonne idée, parce que s'il y a, disons, deux particules, l'amplitude pour trouver l'une en R1 et l'autre en R2 n'est pas une simple onde dans l'espace à 3 dimensions, qui dépend de 3 coordonnées x, y, z, mais dépend de 6 variables d'espace, dépend des 2 variables, R1 et R2, qui correspondent chacune à des coordonnées x, y, z, 3 par variable, ça fait 6 variables d'espace en tout. Et donc, ce n'est pas une onde, vraiment pas une onde classique. Si par exemple vous traitez 2 ou un plus grand nombre de particules, on a besoin d'un principe supplémentaire, qui est le suivant. À condition que les deux particules n'interagissent pas. Alors l'amplitude pour qu'une particule fasse quelque chose et que l'autre fasse autre chose est le produit des amplitudes pour que chacune fasse quelque chose séparément. Par exemple, si AS est l'amplitude pour que la particule 1 aille de S à A, et si BS est l'amplitude pour que la deuxième particule, la particule 2, aille de S à B, alors l'amplitude pour que les deux choses arrivent à la fois est AS fois BS. C'est, encore une fois, ce produit d'amplitude, comme celui que nous avions vu, est une conséquence du produit des probabilités d'événements indépendants. Quand on a deux événements indépendants, chacun avec leur probabilité,
la probabilité que les deux événements se produisent, c'est le produit des probabilités. Une chance sur deux, le produit, une chance sur quatre pour les deux à la fois. Mais ici, ce sont des amplitudes, ce sont des nombres complexes. Et dans des configurations un peu compliquées, cela peut conduire à des comportements non classiques, et en particulier différents de ce que l'on pourrait obtenir avec deux ondes classiques. Il y a un autre point sur lequel je dois insister. Supposons que nous ne sachions pas d'où les particules de l'expérience précédente viennent avant d'arriver aux trous 1 et 2. Dans la première paroi, dans l'expérience précédente. Nous pouvons encore faire une prédiction sur ce qui arrivera au-delà de la paroi, par exemple pour l'amplitude d'arrivée en X, à la condition que nous donne deux nombres. L'amplitude d'arrivée en 1 et l'amplitude d'arrivée en 2. En d'autres termes, puisque l'on multiplie des amplitudes, on multiplie des nombres pour des événements successifs, comme on l'a vu, vous n'avez besoin, pour continuer l'analyse, que de ces deux nombres. Dans le cas particulier de cette expérience, c'était 1S et 2S. Et après, on analyse le reste. Ces deux nombres complexes sont suffisants pour prédire tout le futur. Et c'est, on peut dire, au moins sur ce point, ce qui rend la mécanique quantique facile. Souvent, ce sont les maths qui sont difficiles. Mais les principes, eux, sont simples. Bien sûr, ces deux nombres dépendent de la position de la source, éventuellement d'autres détails de l'appareillage, des détails techniques. Mais étant donné ces deux nombres obtenus, on peut oublier ce qui s'est passé. La particule ne garde pas mémoire de ce qu'elle a subi. Elle ne garde comme information que ces deux amplitudes. Et nous n'avons pas besoin de connaître les détails de ce qui a précédé. C'est quelque chose d'assez remarquable. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, on va passer à l'étape suivante du formalisme. On va parler des amplitudes pour les processus inverses. Je vous remercie.